l'image qu'on a des anciens Canadiens, de nos ancêtres québécois, celle qui est véhiculée un peu partout, c'est très souvent celle du fier bûcheron avec sa chemise à carreaux puis sa hache dans la main. En fait, le métier de bûcheron, il n'est pas si vieux que ça. On a coupé du bois depuis l'aube de l'humanité, mais le bûcheron, comme on l'imagine, c'est un personnage qui apparaît dans l'histoire du Québec pas avant les années 1850. En Gaspésie, jusqu'à la fin du 19e siècle, on ne coupe pas énormément de bois. En fait, on en coupe pour se chauffer, pour se construire. Et il y a une demande intéressante au niveau de la construction navale, chantier maritime. Parce qu'en Gaspésie, au 18e, au 19e siècle, il y a beaucoup de chantiers maritimes. Il y en a des gros qui vont construire des 3 mâts qui s'en vont vers l'Europe. Mais tout ça mis ensemble, si on compare ça à l'immensité de nos forêts, il n'y a pas une énorme ponction sur la forêt. Cependant, dans les années 1890, là, ça va littéralement exploser. À cause de quoi? Bien, à cause de la demande du papier journal. Les gens ont appris à lire et à écrire. Et on peut se poser la question à savoir pourquoi les êtres humains qui, pendant des millénaires, ne savaient ni lire ni écrire, enfin, j'entends les êtres humains, la très large majorité des êtres humains. Il y avait l'élite, les gens du clergé en particulier. Mais ça, ce n'était pas plus de 5% de la population très souvent. Voilà qu'à la fin du 19e siècle, on veut acheter les journaux. Comment ça? Plusieurs personnes m'ont déjà dit, surtout quand j'étais plus jeune, que ce qu'on voulait ou ce qu'on désirait du côté de l'Église, c'était éduquer la population. Détrompons-nous. En fait, l'Église est même contre l'instruction obligatoire au Québec jusqu'en 1936. C'est le Vatican qui va l'imposer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut revenir un petit peu dans le temps et savoir qu'avec la révolution industrielle, on change totalement de mode de vie. La majorité des gens maintenant, ce ne seront plus des paysans qui n'ont pas besoin de savoir lire et écrire, ça va être des ouvriers qui ont besoin, pas de doctorat en philosophie, mais qui ont besoin des études au moins primaires pour pouvoir lire les ordres des patrons, pour pouvoir lire les modes d'emploi. Mais comme l'être humain est par essence curieux, bien une fois que tu sais lire et écrire, ce que tu veux en savoir plus. Donc, dans les familles, on achète le journal. En général, il y en a un ou deux qui savent lire et écrire, souvent les plus jeunes. On est au 19e siècle. Et la demande pour le papier journal va exploser. En 1886, un véritable drame frappe la Gaspésie. Les compagnies de pêche font à peu près toutes faillite. En même temps, ce n'est pas lié au secteur forestier, mais ça coïncide avec le développement, la demande justement dans le secteur forestier à cette époque-là. Si bien qu'on remarque en histoire que c'est pratiquement dans cette année de 1886 ou très peu de temps après que la forêt va remplacer la mer, que le bois va remplacer le poisson dans nos jobs et que nous, qui contrairement à ce qu'on dit souvent, n'étions pas une région qui exportait sa matière première. Le poisson, on le transformait ici. La morue, c'était de la morue salée, séchée, qui s'écoulait un peu partout dans le monde, notamment en Europe et au Brésil. Eh bien maintenant, ce secteur d'activité
va être remplacé par le secteur forestier, mais dès qu'on entre dans la forêt, là, on va couper notre bois et l'expédier presque à l'état brut. Ça, c'est un point de régression pour les Gaspésiens. Désormais, on peut parler de Gaspésiens bûcherons. Oui, les gens, très souvent, font un peu les deux, la pêche et la bûche. Ils plantent aussi leur jardin au printemps, puis ils récoltent à l'automne. Mais le secteur forestier attire de plus en plus de monde parce que dans le secteur forestier, on a de l'argent liquide. Okay? Et ça, c'est nouveau. On n'a plus à avoir un compte nécessairement à la compagnie Robin ou autre. Donc, la forêt, ça peut sembler attirant, mais on sait très bien que les emplois, c'est très, très difficile. Les conditions de vie sont totalement déplorables. Mon père, par exemple, était cuisinier dans ce qu'on appelle les chantiers. Bien, lui, il avait la vie, je dirais pas facile, mais c'était un peu moins pire, parce que d'abord, les cuisiniers, c'était rare, donc ils étaient un peu mieux payés. Et ensuite, ben, on avait beaucoup de considération pour le cook, comme on disait, parce que le cuisinier, c'est lui qui vous fait à manger, donc quand on bûche, on a faim, puis on dépend de ce personnage. Les gens qui sont dans un chantier quelconque, bien entendu, n'ont pas accès aux douches, n'ont pas accès aux bains, si bien que le matin, plus souvent qu'autrement, on casse la glace sur un seau d'eau, puis on se débarbouille comme on peut. On a beau être le gars le plus propre au monde, quand on sort au mois d'avril, tout le monde est égal, tout le monde est pareil, on est tous remplis de poux. Condition donc déplorable. Qu'est-ce qu'on produit comme bois en Gaspésie? Qu'est-ce qu'on exporte? Bien entendu, du bois de construction, ça fait déjà un moment. On va produire aussi des dormants. Ces grosses pièces de bois qu'on met sous les rails du chemin de fer. J'aime beaucoup le mot dormant. Hein, ça permet au chemin de fer de reposer. C'est un peu paradoxal parce qu'au début du 20e siècle, pendant qu'on attend, puis on attend pour le train, en même temps, on exporte du bois qui va servir de dormant. Et ce bois-là, on l'exporte d'abord au Nouveau-Brunswick et à partir du Nouveau-Brunswick, il est transporté en Nouvelle-Angleterre, ailleurs au Canada et même jusqu'au Brésil. Donc, les dormants, du bois de construction. Quelque chose d'un peu moins connu aussi, du bois de fuseau. Les fuseaux, c'est ce qu'on appelait chez nous communément quand j'étais jeune, les bobines de fil. Mais les fuseaux pour mettre le fil dans les usines, c'est souvent des gros fuseaux en bois. Et le bois gaspésien, notamment en Haute-Gaspésie, il est recherché parce que ce qu'on veut, c'est du tremble ou du bouleau. Donc, du bois pas trop lourd, une fois séché, et en même temps qu'il n'est pas résineux. On va en exporter beaucoup de là-bas. Mais le moteur essentiel, un peu après 1910, ça va devenir la pulpe. C'est vraiment les journaux qui ont une demande extraordinaire. C'est pour ça que vers 1915, il y a un type nommé Percy Milton Chandler à la tête de sa compagnie américaine qui vient de Philadelphie. Eh bien, ils vont acheter un moulin qui s'appelle la Grand Pabot Lumber et ça va nous donner toute l'histoire de la Gaspésia que l'on connaît relativement bien, qui se termine relativement mal. Le secteur forestier va engager beaucoup de gens. Plus tard, on va assister à l'arrivée de la Stone à New Richmond. Il va connaître un peu le même sort que la Gaspésia. Et ce secteur forestier-là a des hauts et des bas, des moments d'effervescence. Au Québec, avec l'eau, la forêt, c'est notre plus grande richesse. On habite pratiquement dans la forêt boréale, la plus grande forêt au monde. Si on parle aux parents de jeunes Québécois,
et qu'on leur demande quelles aspirations ils vont avoir pour leurs enfants, docteurs, professeurs, architectes, mécaniciens, électriciens, ainsi de suite. Tous des beaux métiers. J'ai jamais entendu quelqu'un me dire « Moi, je voudrais que mon fils soit comme moi, bûcheron. » ou « Ma fille, bûcheronne. » C'est quand même assez paradoxal. Hein? Notre plus grande richesse, on l'a drôlement mal exploitée pendant trop longtemps.